Salut les amis, bienvenue dans Mint & Drink, le podcast décontracté qui parle de NFT tous les dimanches matins. Un épisode spécial récap aujourd'hui sur deux sujets. Premièrement, Artefact, qui donne non seulement le coup d'envoi de son gros projet 2023 Animus, mais en plus continue semaine après semaine de délivrer sur sa roadmap. Deuxièmement, Art Basel Miami, l'événement phare de la fin d'année sur le Web3, subit-il le bear market. Mais c'est pas tout, parce qu'on va aussi vous parler de Porsche, de la bataille entre Coinbase et Apple, de Zara, de Bang & Olufsen, du vernissage de la NFT Factory d'OpenAI. C'est parti! Et bonjour tout le monde, bienvenue, salut Devac, comment tu vas? Bienvenue tout le monde, salut et toi Paul? Ouais, ça va très bien, je suis très content ce soir parce que on recorde un samedi soir. Donc là ça va sortir dimanche matin l'épisode, donc vous aurez les news les plus fraîches, tout aussi fraîches que la bière que tu viens de décapsuler, ce qui m'amène à la prochaine question. Qu'est-ce que tu bois? Alors je bois une bière qui s'appelle Lunette, elle est pas très connue je pense, c'est un houblon japonais. Okay. Donc arôme, noix de coco, litchi, voilà. Je sais pas du tout ce que ça va être, mais moi j'aime bien tester des nouveaux trucs un peu bizarres. Donc je te dis là, tout de suite tu verras ma tête. Vas-y. Je vais décrire la tête que fait Devac pour les gens qui sont sur le pod audio. Dubitatif. Non, oui. Ouais, alors le litchi il ressort beaucoup. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment sucré quoi. Ouais, c'est hyper sucré. Le noix de coco, je le sens un petit peu au fond, mais non, franchement, j'aime bien. Mais je pourrais boire une seule bière comme ça, je pense. C'est trop sucré pour moi. Normal. Ok. Et toi? De mon côté, j'ai encore piqué une bière à ma femme. Je vais pas faire très original. Enfin, si, parce que quand même, c'est une bière originale. Donc c'est une bière qui sort de la brasserie Fauve à Paris. Pour ceux qui connaissent, je crois que c'est dans le 11e. Ça te parle? Non, mais j'aime bien le design. Pareil, hein, on est sur un papier granuleux, tout ça, machin, un truc assez stylé. Oublie pas d'arracher les trucs, hein. Ouais. Oublie pas d'enlever les étiquettes et les coller. Je vais essayer, je vais y penser pour celle-ci. Et celle-ci, elle a deux particularités. La première, c'est qu'elle a un goût vraiment très loufoque parce qu'il y a dedans, tiens-toi bien, de la cerise, de la framboise, du cacao et de la vanille. Et la deuxième grosse particularité qu'elle a, et c'est pour ça que cet épisode va être génial, c'est que c'est une bière à 10 degrés. Waouh. Ok. Du coup, je sais pas dans quel état je vais finir ce pod. Mais voilà. Tu me dis, ça a l'air bizarre quand même comme mélange. Mais alors je la connais, je l'ai déjà goûté, hein. Elle est très acide. Enfin moi je la trouve très acide. Okay. Mon caviste est pas d'accord avec moi. Mais ok, je vois. On est sur du très rouge quoi. Ok. Et en fait, c'est bizarre parce que vanille cacao, ça donne un goût vraiment de caramel. T'as l'impression de bouffer du carambar. C'est très bizarre. Boire du T'as vraiment un goût de carambar très fort, ouais. J'irai voir cette boutique là. Fauve, ouais, je pense que ça vaut le coup. En tout cas, lui, il m'en parle comme un truc de réputé à Paris. Ok, trop bien. Bon, et oui. Il y a plusieurs choses à vous. sinon, on peut le redire ou pas NFT ou c'est toujours. Ouais, non mais on va le refaire peut-être dans un mois. On va peut-être faire d'autres challenges. Ouais, on va faire d'autres challenges. Donc il y a plein de trucs à vous raconter. Par où je commence? D'abord, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Ça fait trop plaisir. Donc vous étiez 2 la semaine dernière. Cette semaine vous êtes 4. Donc c'est trop cool. Je connais un peu plus que ça. Mais voilà, c'est très très bien. On est content que les audiences grossissent. Maintenant, Devac et moi, on se concentre sur la qualité. Donc si la quantité suit, c'est tant mieux et on est très heureux. Sinon, tout ce qui nous drive, c'est les gens qui nous font des retours et qui nous expliquent ce qu'on peut encore améliorer sur le pod. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions. J'en profite. Si vous n'avez pas de suggestions à nous faire, évidemment, s'il vous plaît, laissez-nous une petite note sur l'application de podcast où vous nous écoutez. C'est le meilleur moyen que vous avez de nous soutenir, à part de nous transférer des ETH. Parce qu'on a une adresse mintanddrink.eth. Et d'ailleurs, en vrai, on regarde vraiment tous vos commentaires hein, sur YouTube, sur Twitter. On regarde tout. Même sur les différents réseaux, TikTok et Instagram. Franchement, c'est trop cool. On a des bons feedbacks. Et ça nous motive aussi à produire plus, d'ajouter toujours une nouvelle étape dans le projet Mint & Drink avec tout ce qu'on a sur la roadmap prévue. On va essayer d'exécuter. Donc non, c'est cool. Merci beaucoup en tout cas.
Ça c'est très cool. Et le deuxième truc côté Mint and Ring, je vais faire court parce qu'on n'est pas là pour parler que de notre podcast. Mais du coup cette semaine on a fait notre premier drop, notre premier NFT pour l'un de nos auditeurs qui a gagné le challenge et qui a repéré tous les NFT qu'on a prononcés et qu'on n'avait pas relevés. Donc bravo vraiment à lui. Il s'agit de VT, l'acolyte de notre ami Frenchy. Donc bravo à toi VT, et donc VT a eu l'honneur de recevoir un one of one, hein. C'est le seul avec ce design là qu'on va envoyer. On en fera à chaque fois un nouveau pour chaque challenge. Donc il a gagné le Proof of Apéro, le tout premier NFT Mint and Drink qui est échangeable contre un apéro offert par Devac et moi. Donc peut-être l'une des meilleures utilités de l'écosystème français. C'est vrai. Franchement, c'est putain d'utile, non? Il va être vrai parce que bon, on a dit quand même pas mal de fois NFT. Je sais pas, on verra bien. On verra bien le jour où on croise VT. En tout cas, bravo à toi VT, c'est trop cool. Et on est trop content d'avoir fait notre premier petit drop marrant. Et évidemment, on se prend pas au sérieux. On fait ça parce que ça nous fait marrer et parce que j'ai appris à utiliser du coup Manifold, exactement. Ouais. C'est pas compliqué. C'est facile. Hein. On est pas. C'est pas compliqué. Non mais je veux dire, tu sais tout le Moi, truc. On s'est dit vas-y pourquoi pas on lance ce challenge et puis une semaine après finalement il y a une collection NFT un one and one qui a été produit et puis ouais, exactement. Tout est vraiment parti sur une idée un peu à la con finalement. Grave. C'est drôle. Donc voilà, et le dernier petit truc côté un peu plus perso, c'est que je suis passé cette semaine enfin à la NFT Factory. Et donc j'ai pris mon petit t-shirt qui est là avec le dos avec la grosse main de souris pixelisée qui est plutôt cool. Donc désolé pour ceux qui nous écoutent, mais le t-shirt est sympa. Le lieu est sympa aussi et j'ai eu l'occasion, comme j'ai eu le member node, de visiter l'étage en avant-première. Et t'es trop deg. Ouais, non, ils ont pas ouvert. Rafaela m'a gentiment fait faire un petit tour. Et très très chouette, très très chouette. Ça va être très sympa comme. Tu peux raconter peut-être en une minute. L'expo. C'était quoi, c'est un vernissage? Ouais, c'était un vernissage en fait. L'idée c'est qu'ils avaient fait effectivement des écrans n'importe qui pouvait les acheter pour diffuser son œuvre d'art dessus. Donc il y avait pas mal de trucs exposés que je ne connaissais pas forcément beaucoup. J'ai vu quelques œuvres de Benoît C, ça je vois qui c'est. J'ai vu l'œuvre de John Hammond. Je sais pas si tu vois, tu sais celui qui a tout le monde le connaît, il a des affiches dans tous les murs de Paris en fait, avec un mec avec des lunettes et les cheveux éclatés, John Hammond. Non mais je pense que si je le vois, je vais le trouver. Si tu tapes John Hammon sur internet, tu vas tout de suite voir de quoi il s'agit et il a fait un NFT qui est en ce moment aux enchères, je crois que l'enchère elle est autour de 7-8 Ethers en ce moment. D'accord. OK. Assassin's Creed. OK. Non, c'est pas ça. Non, c'est un artiste français, c'est ça hein? Ouais. Il a fait des buildings et il a bossé apparemment, et il ne fait que coller la même affiche tout le temps de John Hammond avec OK, je vois. Avec la tête, tu vois. Je suis sur son site. Ouais, je vois très bien. OK. Voilà, c'était la seule œuvre que je connaissais un petit peu, sinon le reste un peu moins. Mais l'occasion du coup de rencontrer, tu vois, en vrai, du coup, en chair et en os, les équipes de la NFT Factory. Donc ça, c'était plutôt cool. Et puis de repartir avec mon petit t-shirt. Et j'ai pris aussi le bouquin de John Carp et de Rémi Perrette sur la NFT Revolution. Ah oui. Donc, comme ça, l'occasion de parfaire mes connaissances. Il faut toujours supporter l'écosystème, c'est cool. Aussi, ouais, c'est super cool. Voilà. Trop bien. Parenthèse fermée sur tous ces trucs-là, on va parler de ce qui se passe sur les marchés. Enfin, tu vas parler de ce qui se passe sur le marché avec ta petite revue du marché. C'est parti. Les volumes, tout ça. Screen. N'hésite pas à bien décrire au cas où si je. Tu peux compter sur moi. Pour les auditeurs, voilà. Vous pouvez compter sur moi. Alors, on va commencer par les marketplaces. Top marketplace de la semaine sur les 7 derniers jours. OpenSea, volume à 55 millions de dollars, donc on reste sur les mêmes trends en moyenne. Et toujours leader. Versus X2Y2, on est à 28 millions, donc il y a quand même, on va dire, le double. OpenSea a le double aujourd'hui du Challenger. Et ensuite, LuxRare 27 millions, donc X2Y2 a dépassé LuxRare la semaine dernière, c'était le contraire, mais ils ont à peu près le même niveau les deux en ce moment. Il faut juste que je regarde pourquoi LuxRare a pris autant de place parce à un moment donné les fee rates, je crois que c'est parce qu'ils avaient annoncé qu'ils devenaient sans royalties. Du coup ça a attiré des traders momentanés, mais après coup X2Y2 a annoncé lui qu'ils allaient appliquer des royalties, forcer les royalties partout.
Et donc en fait, comme le sentiment de marché a complètement switché, j'ai l'impression que c'était juste momentané pour Luxrare et que voilà quoi. Après, normalement, c'est Blur le deuxième, parce qu'en fait, Blur, c'est donc sur la marque, sur le tracking, il est divisé en deux, Blur et l'agrégateur. Blur classique, il a 27 millions, l'agrégateur, il a 15 millions. Donc c'est vrai que si on additionne Blur au total, il est clairement au-dessus de Y2 et Luxrare. Donc c'est toujours juste, là, ouais. Non, juste pour dire que j'ai eu l'occasion cette semaine d'utiliser un peu plus Blur. Et c'est vrai que la rapidité est juste bluffante. C'est ouf, hein. Ouais. C'est bluffant. C'est-à-dire que lui, il te valide quand t'achètes un item, il te le valide et OpenSea, ça met facile 1 à 2 minutes avant que ce soit bien dans ton wallet, quoi. Et inversement, tu vois des items, ils se vendent en temps réel. Et en fait, tu vois aussi, t'as une moulinette qui tourne dès que quelqu'un a lancé une transaction pour acheter un truc. Donc, même si la transaction Ethereum n'a pas encore été validée dans le réseau, t'as la petite indication que, attention, il y a quelqu'un qui a cliqué pour l'acheter, là. Ok, d'accord. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ok, je vois. Bah ouais, du coup, t'as l'info bien avant, en fait. Enfin bref, c'est temps réel, c'est assez impressionnant. Ok. Je vois vraiment à terme, tu vois, les équipes d'OpenSea. D'ailleurs, ils en ont parlé j'ai vu à l'événement des Doodles où ils y étaient. Ils ont parlé du fait qu'ils allaient aussi faire des fonctions pour les pros, etc. Et je pense qu'ils vont s'inspirer de ce que fait Blur pour les rajouter en 2023. En vrai, la concurrence, c'est tellement important. Oui. OpenSea a tellement évolué en 2 mois là. Tout ce qu'ils ont rajouté de nouveau, en 7 mois, ils avaient rien lancé et la concurrence elle est arrivée. Ouais. Magic Eden, ils font pareil. Enfin, c'est trop bien d'avoir beaucoup plus de choix. Oui. Ouais, c'est super simple. Ouais. Voilà. Après, j'ai pas grand chose. CryptoPunks. J'aime Uniswap, Uniswap. Donc, on va parler juste après de Uniswap Aggregator. C'est un peu la nouveauté de cette semaine. Intéressant. En fait, c'est un échangeur décentralisé, quoi. Alors que les autres sont plus ou moins centralisés. Donc, il vient d'arriver dans l'arène des marketplaces NFT et Foundation. Voilà. En termes de volume sur la semaine et des collections, donc donc on va prendre le top 10. On a toujours à peu près la même chose, hein. Donc là, on regarde sur cryptoslam.io. Ouais. Pour info, il y a OpenSea qui bug ce soir, donc on peut pas regarder le top OpenSea. Mais bon, on s'en fout, c'est pareil. C'est encore mieux. Du coup, c'est cross chain. C'est cross exchange. Ouais. Donc on a tout l'écosystème Bored Ape, enfin Yuga Lab, Bored Ape, Other Deeds, Mutant, Clonex, forcément, parce qu'il y a eu pas mal d'annonces cette semaine, donc forcément il y a la hype, forcément. Et c'est le sujet dont on va parler en premier lieu et qu'on va creuser, donc on va revenir longuement là-dessus. Celui-là, je le connais pas, Light Years Mint Pass. Alors ça, c'est le dernier projet de Dmitry Cherniak. L'un des artistes les plus importants chez Artbox. Il a fait notamment la série qui s'appelle les Ringers, Ringers, qui est l'une des collections, peut-être après les Squiggle, d'art génératif la plus iconique. T'as vraiment Dmitry, Snowfro. Ça va être les principaux, quoi. Et Tyler Hobbs, évidemment. Avec les Fidenza. Mais pour moi, tu vois, le trio, évidemment, les Squiggles sont vraiment au-dessus en termes du côté iconique de l'art génératif. Mais après les Squiggles, pour moi, tu vas avoir 2 trucs. Tu vas avoir les Fidenza de Tyler Hobbs et les Ringers de Dmitry Cherniak. Donc vraiment, il fait partie des poids lourds de l'art génératif. Et il vient de sortir sa nouvelle collection. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite très très fortement à écouter. C'est en anglais, mais ça peut être traduit en français en sous-titres sur YouTube. L'un des derniers podcasts de Proof, donc de Kevin Rose, qui justement fait une interview de Dmitry Cherniak qui explique justement ce dernier projet qui s'appelle Light Years. Je vous la fais très courte. Il s'est inspiré d'un très célèbre photographe de l'époque Bauhaus, je crois allemand. Je vais pas vous dire son nom parce qu'il est compliqué et que je m'en souviens plus. Mais en gros, ce photographe-là avait la particularité d'avoir une imprimerie très très haute qualité pour toutes ses photos, donc il avait vraiment une impression parfaite et un grain très particulier. Donc ce qu'il a fait, c'est que ce photographe est mort depuis belle lurette, mais il est retourné dans ces imprimeries là, il a eu accès à ses archives, etc. Et en fait il a créé un algo qui vient imiter le style de ce photographe,
qui était d'ailleurs assez avant-gardiste technologiquement parlant. Donc justement, Tcherniak s'est dit, c'est intéressant de bosser sur ce photographe parce que comme il aimait la technologie, et moi aussi, eh ben j'ai envie de prendre les nouveautés technologiques mais de les appliquer à un truc historique. Donc il a créé un algo qui vient répliquer plus ou moins le style de cet artiste photographe-là, sans non plus faire exactement la même chose, hein, c'est pas le but, mais une réinterprétation, un hommage à cet artiste-là. Donc l'algo, il le manipule, il crée des visuels. Les visuels, il les imprime dans l'imprimerie de l'artiste photographe, et ces impressions-là, il les scanne, et c'est ce scan qui devient le NFT. Donc il y a un côté, je passe du digital au papier, et je repasse ensuite au digital. Et derrière, évidemment, quand tu as le token, eh ben, tu peux réclamer l'impression physique que Dmitri Tcherniak a réalisé. Donc, gros projet, assez ambitieux. Je crois qu'il y a 100 séries en tout, ou 50, je sais plus. Et ça a été minté avec une Dutch auction qui est descendue jusqu'à, je crois, 22 Ether, un truc comme ça. Ok, voilà, il a 24. Total Honor 75, donc ouais, c'est une série de 100. C'est une série de 100 et voilà. Et donc du coup c'est un pass. Plutôt cool. Ouais, c'est ce qu'il disait, et du coup c'est un pass. Dernier truc à savoir sur cet artiste-là et cette série-là, c'est que elle a été sélectionnée à Paris Photo. Paris Photo, c'est la plus grosse expo photo au monde. Et à Paris Photo qui a eu lieu, je crois, mi-novembre ou début novembre, il y avait 10 projets qui avaient été mis en lumière, et donc c'était l'un des 10 projets qui était mis en lumière, pour info. Ça c'est ouf, ok. Donc bon voilà, je vous ai méga résumé ce qu'on apprend dans l'épisode de Proof avec Dmitri Tcherniak, mais je vous invite vraiment à l'écouter. Si vous avez le temps, c'est super intéressant de s'intéresser à d'autres choses que des séries de 10 000 singes ou des Clonex ou des trucs comme ça. Ça fait du bien d'entendre parler d'autres choses. Le dernier truc là-dessus, il y a une vidéo sur le site de Lightyear. Si vous tapez Lightyear, vous allez le voir. Il y a une vidéo en 10 minutes qui explique tout le projet, qui est très très bien faite, et donc je vous invite, si vous avez la flemme d'écouter tout le podcast d'une heure avec Kevin Rose, de regarder simplement les 10 minutes où il est dans l'atelier du photographe et il explique en fait le cheminement, le projet, comment ça s'est dépatouillé. Ok, trop bien. Bah merci pour le récap. Avec grand plaisir. Du coup, j'irai pas écouter Proof. On s'est parlé juste avant avec Devac et je lui ai dit que j'avais le temps de rien diguer. Et me voilà déjà avec une parenthèse de 5 minutes grâce à cette bière à 10 degrés. Putain. Bon, ensuite, Solana, on arrive sur un Claynosaurs. Putain. Eh ben. Je sais pas ce que c'est, mais... Moi non plus. J'ai pas vu. Ouais, en fait, Solana, j'ai pas trop suivi dernièrement depuis que le token il est quand même assez down. À part Youth et Degod, on suit quand même parce que c'est vraiment le projet sur ce protocole-là. Mais j'avoue, tous les autres projets qui commencent à émerger, j'ai pas trop suivi. Alors Devac et moi, concernant les Youth, faut savoir qu'on est un peu comme la Belgique. On est les gros semards. Parce qu'on l'a vu, on était là, on était devant notre hardy il y a 2-3 semaines quand ça a plongé à 500 balles le Youth. On était devant. Ouais, on était devant. Et maintenant, il est à 2000 balles. Vous voulez sniper, j'ai pas tiré sur la gâchette. Maintenant, on est parti. Ouais, c'est comme ça. Bon, ça redescendra. Il y en aura d'autres. Et donc, du coup, Youth, juste après. Okay. Je vais passer Sorare et Gods Unchained parce qu'on en parle quasiment jamais vu qu'on le traque pas sur OpenSea. Ouais. CryptoPunks, Azuki, toujours dans les tops. Oh, CryptoPunks, c'est quand même pas mal descendu récemment. Des Gods. Du coup, et après, bon, je pense qu'on va passer parce que c'est Artefact. On va en parler. On va en parler juste après. Les œufs, les pas de trucs majeurs. Je vais peut-être regarder rapidement les whales s'il y a pas de. Je suis surpris de pas voir les Cellmates et le Valhalla monter un peu plus haut. Ouais. C'est des projets qui ont quand même pas mal marqué la semaine et qui sont plutôt bien faits. On en a parlé très rapidement la semaine dernière. Donc là, le Cellmate est en train de se révéler petit à petit. Les gens peuvent choisir de le révéler. Ouais. Projet qui est très sympa, qui est plutôt joli, plutôt chouette. Complètement changé la plateforme en fait. Donc là, pour ceux qui nous écoutent, Devac est en train de chercher à travers plein d'onglets, donc vous ne ratez strictement rien. Tu voulais regarder les whales, c'est ça? Ah, c'est ça, je crois que c'est ça. Ouais, ils ont changé un peu la plateforme. Ok, voilà. Whale, quoi les baleines? Valhalla, Artblocks. Je vais prendre en volume. Mais ça c'est les traders, ça. Ouais, bah en fait quand tu regardes les... C'est les flippers. Ouais, bah oui, c'est les whales. Lightyears, tu vois, chez les whales, ça a bien marché. Hein. Ouais, j'avoue. Sinon, c'est toujours les mêmes, Hardblocks, Sport Ape. Ouais, Azuki, Doodles. Doodles a monté un petit peu avec ce qu'ils font à Miami, j'imagine. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, Cyberkongs.
très très Qu'est-ce qui longtemps. s'est passé c'est une vente, regarde. Ouais, c'est une seule vente. Ou alors c'est une whale qui a ramassé le floor. Ah ouais. Ok. Bon, bah rien de nouveau sur les wild. Ok, très bien. What's next? D'Apradar, je voulais juste regarder le top vente, le top, le NFT qui a été le plus vendu ces derniers jours. Donc, tu nous sors ça maintenant? C'est nouveau, ça? Ouais, je me suis dit ça peut être intéressant de regarder les grosses ventes. Sur les 30 derniers jours, il y a des trucs intéressants, notamment des Bored Ape qui se sont vendus à presque 1 million. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Ouais. Je suis en train de me dire c'est peut-être Franklin qui a peut-être fait des achats là-dessus. Je sais pas, à savoir. Il l'avait swipé peut-être. Ok. Vas-y, 7 jours, c'est fort. 7 jours, il n'y a pas grand-chose. Le premier, je le connais pas. Dev Beef, série 2, transmission. Et je sais même pas ce que c'est comme protocole, ce truc-là. On va regarder, mais Dead Beef? Ça ressemble à un CryptoPunk en noir et blanc. Ouais, alors ça doit être un bug, je pense. C'est un scam, tu penses? Ou c'est peut-être une erreur de... Ça peut arriver d'Aprador des fois qu'il y a qu'il y ait vraiment des erreurs sur le tracking. Parce que ça a l'air d'être un... Non, c'est un truc d'art génératif. Mais par contre, après... J'avais jamais vu passer ce truc-là. Azuki qui s'est vendu à 135 Ethers cette semaine. Waouh, c'est un quoi? Qui représente 172 K. C'est un rare. C'est les trucs Ghost un peu là. Tu sais, ça ressemble à des Ghost. Ouais. Ah oui. Ok. Mais le floor des Azuki, je suis stupéfait de sa robustesse, c'est incroyable. Hein. Communauté. Je pense que franchement il y a que ça. Après ils construisent dans l'ombre, hein. Franchement ils font des trucs. Ouais, c'est vrai qu'ils construisent dans l'ombre, mais incroyable. Ok, bah non, sinon. Ok, cool. Good, hein. Bon tour de raison. Donc une semaine plutôt classique en termes de volume, quelques petits projets sympas qu'on a décrits rapidement. On passe au gros sujet de la semaine évidemment qui est Artefact parce que ça n'arrête plus. Ils ne dorment plus, ils nous sortent des nouveaux trucs toutes les semaines. Donc ça a été une vraie corne d'abondance de drops, d'idées et de nouveautés ces dernières semaines. Donc c'est le temps peut-être de faire un petit récap de tout ce qui s'est passé. On commence du coup par le projet Animus, j'imagine. Là, ce que tu viens de me dire, c'est drôle parce que franchement, il y a tellement de projets, ils attendent 6 mois, 7, 8 mois pour sortir un petit truc. Artefact, tu parles de qui? Je sais pas, j'ai pas envie de dire de nom. Doodles. Ouais, lui, par exemple. Doodles. On va en parler après. Artefact, je sais pas ce qu'ils font. En tout cas, ils bossent parce que vraiment, tous les mois ou toutes les 2-3 semaines. Voilà, c'est toutes les semaines en ce moment. Toutes les semaines. Ouais, ils ont plusieurs projets en parallèle. Alors, bon, il y a aussi la collab avec Nike, le Dot Swoosh, etc. Voilà. Mais tu vois vraiment que ils sont staffés, ils bossent, ils sortent des trucs, ils testent des trucs surtout. Et, à chaque fois, il y a toujours un truc novateur, quoi. Ouais. Donc du coup, Animus, c'est une collection qui avait été initiée il y a 2-3 semaines. Ils avaient lancé plusieurs trailers, teasers, autour d'un concept qui pourrait faire un lien entre un monde un peu Pokémon, un monde un peu futuriste. Qu'est-ce que tu disais? 5e élément, genre. 5e élément, voilà, par exemple. Donc, comme ça, ouais. Il y avait juste une petite vidéo aujourd'hui, la collection elle est live, donc il y a une petite vidéo qui était sortie là à l'occasion pour les personnes qui sont sur le live, vous pouvez le voir, et les personnes on le mettra pour les auditeurs on le mettra en footnote. Ouais. Donc concrètement, comment on peut claim cette œuf, il faut juste avoir un Clonex en fait. Donc si t'as un Clonex, tu vas sur le site et tu peux claim gratuitement cet œuf là. Cet œuf aujourd'hui vaut à peu près 0,83 Ethers, 90 Ethers, monté jusqu'à 1 Ether là, sur la dernière semaine. 1360 Ethers de volume échangé, donc voilà, c'est très correct, et c'est sans surprise, hein, parce que c'est des collections artefacts et souvent, il y a une hype, parce que c'est artefact. Et voilà, donc pour l'instant il n'y a pas de reveal, il n'y a rien du tout, on attend qu'ils nous présentent le projet. On sait qu'ils sont très 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 fans de ce design, donc les œufs ils en parlent dans pas mal d'épisodes de podcasts, d'interviews. Ils sont vraiment très 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 attachés à ça. Même dans le space avec Nike, ils disaient en fait voilà, on supporte Nike sur la collection de Dot Swoosh, on les supporte, on les accompagne sur le développement de ce projet-là, donc le projet Web3 principal de Nike. Mais par contre nous à côté, laissez-nous faire nos œufs quoi, parce que c'est notre truc.
Concrètement, Ok. ils disaient ça, tu vois. Ah, à ce Donc, point-là, vraiment, parce que j'ai vu que ils ont clairement dit que 2023 ça allait être vraiment l'année des œufs pour eux. Ouais. C'était ça le projet 2023. Mais je pensais pas que c'était un truc aussi important. Tu penses que du coup, ça va, pendant au moins une année, ça va prendre la place un peu des Clonex comme étant le truc phare. Bah, Clonex aujourd'hui, enfin cette année ou en tout cas ce premier cycle, c'était le cycle des PFP. Donc à un moment donné, bon, bah, PFP, je pense que tu peux vite faire le tour. À part mettre une seule photo de profil sur tes réseaux, bah tu peux pas faire grand chose à part juste faire ça, quoi. Ouais, et c'est vrai que le modèle, il faut qu'il soit réinventé un petit peu parce qu'on a fait à peu près tous les animaux et tous les adjectifs, donc au bout d'un moment, faut passer à autre chose. Tu fais le tour. Et donc là, ils sortent un nouveau concept. Après, ils ont, voilà, franchement, Artefact, c'est des leaders, hein, sur l'année passée. Il y a 2-3 grosses collections, 2-3 gros noms. Ils lead complètement la méta ou le narratif. Et Artefact vraiment fait partie de ces boîtes-là qui vraiment drive le marché, quoi. Et donc, du coup, là, ils sont en train de créer un nouveau narratif autour du monde du Web3 NFT. Et donc, du coup, pour eux, ils le voient comme ça, donc c'est sortir. Voilà. Ils commencent avec Animus, une collection donc un peu Pokémon, dans le style un peu Pokémon. Donc est-ce qu'il y aura un métaverse, est-ce qu'il y aura je sais pas. En vrai, un jeu, tu vois, est-ce qu'ils vont gamifier ça? On sait pas trop, mais en tout cas ils sortent un peu des PFP. Ils ont déjà leur première PFP qui est Clonex et qui fonctionne très bien. Et je pense pas qu'ils veulent sortir une nouvelle collection à part peut-être étendre leur communauté, mais en fait ça crée pas spécialement de valeur, tu vois. En vrai, tu peux avoir une PFP, mais il y a rien d'autre à part juste avoir d'autres projets comme les eggs, parce que si t'avais la PFP Clonex, tu pouvais avoir un œuf gratuitement, toi. Donc voilà. C'est vraiment un choix cornélien, hein, pour les grosses collections, parce que l'idée, une fois que t'as sorti ta collection de 10 000 PFP qui a bien marché, c'est de venir étendre ton univers et proposer des nouveaux items un peu moins chers pour avoir plus de gens qui puissent collectionner. Le problème, c'est que en ce moment, t'as pas vraiment beaucoup plus de gens qui viennent pour collectionner. Donc j'ai l'impression que le méta, c'est plutôt de venir proposer des nouvelles choses aux collectionneurs existants. Ouais. Pour continuer en fait à construire une histoire, faire du storytelling, etc. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils font ici en fait, où tu vas pas avoir de mint supplémentaire, mais c'est simplement un cadeau qui est fait avec une histoire différente, un storytelling nouveau qui est fait auprès des Clonex déjà existants, quoi. Donc on va voir, de toute façon là il y aura le reveal qui va arriver dans quelques semaines, je pense. De toute façon leur roadmap ils la tiennent très très bien pour l'instant, donc à suivre. Là le volume commence à se tasser, donc aucun conseil en investissement, mais voilà, il y a toujours le même, c'est le même, la même courbe. Ouais, exactement. Il y a toujours les mêmes courbes, hein. Dès qu'il y a un projet qui lance, ça monte, ça descend, reveal, ça redescend, voilà, après ça va se trader sur les collections. Tu sens que le reveal il va arriver bientôt, ça va monter un petit peu, au moment du reveal ça va se casser la gueule. Voilà, ils vont rester secrets sur ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, à suivre, nous, on va le suivre, et voilà. T'as d'autres choses à dire sur Animus? Non, bah c'est plus les autres choses à dire, c'est plus que déjà j'aimerais bien en sniper un si ça descend bien. Et de deux, je crois que on va pas le trouver là, mais t'avais un visuel sur Twitter où tu voyais des formes, les formes des personnages qui seront dans l'œuf, et ça ressemble effectivement à des Pokémon, hein. D'accord, ouais. Bah c'est un peu ce qu'on a vu dans la vidéo d'intro, non? Ouais, aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais en fait, t'as vraiment une espèce de wallpaper avec plein de formes de personnages différents, et tu devines en fait que ça va être avec plein de bestioles qui sont très différentes. Non, sinon l'autre chose à rajouter, c'est que Animus n'est qu'un des nombreux trucs que Artefact a sorti le mois dernier, qui est une panoplie et une liste impressionnante de sujets, quoi. Il y a ce nouveau truc qui va sortir demain, qui s'appelle CryptoKicks. Donc ça a été présenté à Art Basel avec Farok qu'on voit ici. Donc il a eu cette paire gratuitement, je pense, qui était offerte par les équipes d'Artefact. Et donc du coup c'est une nouvelle paire de chaussures. Donc tu vois ici il y a Dizzy aussi qui l'a reçu. Alors je sais pas, hein, c'est des photos qui traînent un peu sur internet. Ça a été retweeté par Artefact derrière, donc je pense que c'est legit. Hein. Non, c'est legit. Oui, je les ai vus passer aussi. Ouais. Elles se lassent automatiquement. C'est comme dans le film. Ouais. Exactement. Nike, ils avaient déjà sorti cette paire-là, le Retour vers le futur. Ils avaient sorti une paire comme ça il y a très très longtemps, mais c'est vraiment la paire de Retour vers le futur. Donc là, ils reprennent le même concept, sauf et en plus de ça, ça va être un digital. Avec un chip dessus. Donc, normal. Voilà. T'as pas aussi des couleurs qui sont personnalisables, genre tu peux changer la couleur de ta pompe avec la lumière là. Il y a peut-être un truc comme ça aussi. Il faut interagir avec.
Il faut attendre le 5 décembre parce que ça va être vraiment le révélé le 5 décembre en fait. Donc là il y a eu juste quand un tu teasing regardes de Farok. quand tu regardes les CryptoKicks de Artefact sur OpenSea, elles sont en effet, il y a des écrans dessus en fait. C'est évidemment des baskets virtuelles, donc elles n'existent pas. À mon avis, elles sont pas réalisables aujourd'hui dans la vie réelle, mais en fait elles sont vraiment couvertes d'un écran flexible tout le long de la chaussure, ce qui te permet de la customiser à souhait en ajoutant des nouveaux NFT que t'aurais combiné avec ta chaussure. Donc c'est ça la vision à terme à mon avis, c'est d'avoir vraiment des chaussures qui soient évolutives, personnalisables. Mais ouais, ils vont loin. Hein. Après voilà, est-ce que c'est très. Je vais pas porter ça particulier. demain à titre perso. Voilà, hein. Oui. C'est très particulier comme design, mais voilà, ça a une cible. Hein. Il y a des fashionistas qui aiment bien ce genre de paire, etc. C'est très particulier, mais en tout cas, c'est un concept en fait. Tu vois, il y a pas mal de marques de chaussures qui font souvent des concepts de. Tu sais, Balenciaga, ils en font assez souvent des paires qui sont importables entre guillemets pour le mainstream. Mais en tout cas, voilà, deux personnes qui l'ont unbox, Farok et Dizzy. Et donc du coup ils ont un peu flexé lourd. Art Basel. Très lourd. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi plein d'autres trucs qui sont sortis, je crois, Artefact. T'as tout préparé là? Ouais, j'ai ça, je sais pas si t'as vu passer ce truc là qui s'appelle WM Chip. Est-ce que je vais le trouver quelque part sur ici Drop Archive. Ça me parle pas. WM Chip, c'est un truc que tu peux caler dans n'importe quel objet. Ouais, c'est ça en fait, c'est une techno, c'est la technologie, ça va être leur technologie digitale à l'image. Ah ouais, c'est le PBT made in Artefact, exactement, le truc de Azuki. Ok. Donc en fait voilà, sur certains sneakers Nike et même les produits, tu sais, le merch, il va avoir une puce NFC, donc ils vont le mettre soit sur les étiquettes, etc. Et donc du coup, il y a une vidéo qui traîne, alors je sais plus si je peux la retrouver, mais voilà, techniquement ils vont pouvoir, les gens vont pouvoir scanner et récupérer le token lié au produit directement en scannant avec la caméra c'est ça le wallpaper, regarde. Pardon pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui voient pas, mais c'est ça le wallpaper dont je te parlais. Quand tu zoomes, tu vois toutes les formes de personnages. Donc tu vois que ça ressemble clairement à des Pokémon. Hein. Tu le mettras en footnote. Je pense que c'est stylé. Putain, j'ai l'impression de voir des Pokémon que je connais. Ouais, c'est vraiment, ça ressemble vraiment à des Pokémon. Ouais. C'est marrant. Ok, projet Academy. Ce qui est un peu à double tranchant, hein, parce qu'on a vu ce que ça a donné avec des projets comme Pixelmon. Ouais, c'est vrai. Non, ou les Coolpets dans une certaine mesure. WM chip, donc tu peux scanner, sur plusieurs endroits sur une chaussure. En fait, ils ont mis un chip directement dans le Kicks, dans le sneakers, et donc ça permet de récupérer un token et de l'encrypter dans la blockchain. Voilà. Je pense que ça va être vraiment le futur. Ça va être le futur. Hein. Tous les produits vont être pour bien résumer le truc, pour moi, il y a 3 gros projets qui ont lancé des objets digitaux de ce style-là. Donc Artefact, tu viens d'en parler. Azuki avec leur techno PBT qui est open source et qui permet d'avoir une chip dans un objet physique. Et évidemment notre ami G-Money avec sa marque 9DCC où aussi pareil, tu vas avoir une chip sur ton t-shirt pour lier en fait ton objet physique et un objet digital. Je pense que ça va être de base les prochaines grosses marques de vêtements, enfin de fashion. Ah ouais, toi t'es s'y intéresse à ça. Je pense parce qu'en fait ça crée vraiment une expérience en fait et ça permet de certifier. Enfin, ton produit tu l'as plus juste uniquement dans ton closet, tu vois, tu l'as vraiment sur un environnement digital pour les personnes qui aiment vraiment la mode. Franchement, c'est un bon. Et puis même, tu vois, demain s'il y a un métaverse qui se crée, etc. S'il y en a, hein, pour l'instant, j'y crois pas spécialement, mais tu vois, tu peux toujours faire le lien entre ça et ton produit physique que tu portes dans la vraie vie, tu vois, ton t-shirt ce que je trouve bien le porter sur un sandbox par exemple. Ouais, grave, c'est vrai. Mon petit t-shirt, je suis content. Non, ce qui est cool aussi, c'est que ta chip que t'as sur ton t-shirt ou ta chaussure ou ta casquette peut aussi servir de POAP. Ouais. Ou de profil LinkedIn ou comme un QR code évolué en fait où les gens peuvent te scanner et après derrière ça déclenche des trucs quoi. Il y a ce truc là que je sais pas t'as vu passer, c'est en fait ils ont là en ce moment donc il y a Art Basel qui est on va en parler. Miami, et donc du coup Artefact forcément très présent et franchement ils ont des corners avec des trucs tellement stylés, genre il y a ça. Ah ouais regarde ça, je sais pas si c'est un écran ça. Ouais, c'est une installation qu'ils ont mis en place pour les gens qui sont VIP, pour les holders. Okay. Tu vois. Il y a ça, et par contre ça c'est juste magnifique. C'est ils ont fait une soirée apparemment. Wow. Genre ils veulent faire une soirée où ils vont faire une soirée, mais c'est vraiment je vais mettre le son, tiens. C'est un délire, hein. T'as l'impression que c'est un film, ça c'est un fan art ou c'est un
Parce que Riddler, il est pas. Je l'ai vu passer plusieurs fois ce truc-là, donc Animo FC. Ouais, c'est. Ah non, c'est un fan art. Ouais, c'est un fan art. Mais ouais, tu pourrais imaginer demain des trucs ça de peut ouf. se faire largement en fait ça. Ouais. Non, t'as raison, c'est un fan art ça. Ils sont pas encore fait trop d'events à la Doodles ou à la Bored Ape, mais ils pourraient faire un gros truc bientôt en clan. Ah oui, donc c'est un autre event ça. Ok. J'ai dit la merde. J'aurais dû faire un... Bon, et on découvre en même temps que vous, hein, chers auditeurs. Hein. C'est vrai que Devac et moi, on n'a pas forcément la science infuse. On n'est pas des journalistes. Non, mais... pas notre métier, pas notre boulot à temps plein de creuser des choses Web 3. On est simplement des passionnés, des amateurs comme vous toutes et tous, et donc mais à coup pas si on découvre des trucs en direct. Ouais. C'est un DJ, mais en vrai, c'est le même monde qu'Artefact. Moi, je le vois très bien, hein, ce truc-là, dans les soirées, etc. C'est un DJ au milieu de la techno qui fait ce genre de... Ils sont très dans le visuel, tu vois, genre des trucs, des mappings 3D, etc. Et ils aiment bien, justement, faire porter les gens dans leur univers. Et voilà. Et donc, si vous êtes intéressé par tout, non, j'ai le Swoosh, je sais pas, j'ai quelques stats sur Swoosh. Ouais, donc Point Swoosh. Alors il y a aujourd'hui, donc Point Swoosh est sorti il y a une semaine et demie, 2 semaines je dirais plutôt. On en a parlé il y a deux semaines. Ouais. Aujourd'hui il y a 28 000 personnes qui ont accès à la bêta. Donc là vraiment ils piquent, hein. Ils choisissent petit à petit les personnes qui peuvent rentrer dans la bêta. Donc c'est ce que je disais la dernière fois, c'est claim un ID, un URL en fait. Et donc du coup ces personnes-là, donc il y a à peu près 28 000 personnes aujourd'hui qui ont accès à leur propre propre espace. T'as eu ton ID, toi, c'est bon? Non, toujours pas. Et pas mal de gens attendent, mais non. Donc, je vous conseille de suivre cette fille sur Instagram, ou c'est un mec ou une fille, je sais pas. JGAO, Jasmine, je pense que c'est une fille, qui est au product de mémoire. Chez Nike, donc du coup, Virtual Studio, c'est la division, entre guillemets, Metaverse Web 3 au sein de Nike, dissociée d'Artefact. Okay. Et donc il travaille sur ce sujet-là. Donc elle poste pas mal de choses sur les réseaux, notamment Instagram, beaucoup sur Instagram aussi et Twitter. Et elle explique un peu, la façon dont eux ils procèdent pour pouvoir choisir les personnes à la bêta. Donc techniquement, je crois qu'elle le met ici, je crois. C'est là. Donc non, je sais plus où elle le met. Je l'avais lu tout à l'heure, je ne retrouve plus, mais en fait, il regarde parce que voilà, c'est ça. En fait, il faut aussi utiliser il y a une comment ça s'appelle, il y a une application qui s'appelle Sneakers, SNKRS. Donc, vraiment pour les fans de sneakers, ils connaissent très bien, c'est vraiment l'app de Nike pour acheter des sneakers, etc. Et donc, du coup, il regarde, vu que c'est le même environnement et ton ID unique, c'est ton adresse email, en fait, il regarde les gens qui s'engagent vraiment à l'application, etc. pour pouvoir pique les gens pour la bêta de Point Swoosh. Donc voilà, ils veulent vraiment choisir des personnes qui veulent acheter du sneakers, qui veulent acheter du sneakers, qui engagent, qui engagent avec la plateforme Nike. Et donc là ils distribuent tous les jours, tous les jours il y a des distributions d'ID, enfin en tout cas d'ouverture à l'accès à la bêta, et tous les jours ils envoient des salves. Donc pour l'instant on attend, enfin moi je l'ai pas. Toi, je sais pas si tu l'as, mais en tout cas. Non, j'ai pas. Ça avance. Et donc, si vous voulez suivre, il y a un Dune Analytics sur ça, sur les. Génial. C'est marrant. Il y a qui a monté ça. Donc, tu vois à peu près le nombre de trucs qui sont mintés par jour. Donc, pour nos auditeurs et auditrices, c'est un dashboard qui est sur Dune Analytics où on peut voir en fait le nombre de gens qui subscribent à Swoosh tous les jours. Donc, vous avez un graphe en temps réel. C'est marrant. C'est ça. Donc, on voit. C'est assez basique, mais au moins tu vois aujourd'hui ils ont distribué 33 000 points Swoosh Mint, donc le NFT qui permet de claim son espace sur l'écosystème Nike. Et voilà moi pour tout le côté Nike. Ok, Chambrax. Du coup, dans un deuxième point, ce qu'on peut faire, c'est que il y a le Monolith 2 aussi qui arrive bientôt. Ouais, donc demain il y a demain du coup aujourd'hui dimanche 4 décembre il va y avoir une nouvelle vidéo je crois ou un nouveau live Twitch sur l'ouverture du deuxième monolithe, donc à suivre aussi de ce côté-là, du côté de Artefact. Ils ont aussi entre deux livré les hoodies, ils ont entre deux livré les Air Force One aussi qu'ils avaient permis de forger.
Et j'en oublie peut-être d'autres, mais voilà, il continue à faire énormément de choses. Remova aussi, on en avait déjà parlé. Donc, faut être à deux pour suivre tout ce qu'ils font, c'est un délire quand même. Ouais, ça a été costaud. Et donc ils ont annoncé, j'ai vu qu'ils allaient refaire leur site pour mieux expliquer leur univers à ceux qui connaissent pas forcément, parce qu'ils se rendent compte que là, ça devient effectivement trop riche et qu'il faut qu'ils clarifient les choses pour les nouveaux. Du coup, je voulais qu'on revienne un petit peu sur Art Basel, parce que c'est quand même important de suivre ce qui se passe là-bas, même si c'est à distance pour Devak et moi. Donc Art Basel, donc c'est une grande foire d'art qui a lieu à Miami chaque année. Évidemment, du coup, le milieu de la tech étant pas mal à Miami en ce moment, post-confinement aux États-Unis, c'est là que le milieu des NFT aime bien se regrouper une fois par an. Et donc voilà, on a l'occasion de prendre le pouls un peu du marché. Alors, poursuivre, c'est pas si évident parce qu'on voit ce qui se passe sur Twitter, etc. Moi, j'ai écouté le dernier pod de Carly Reilly, donc WordPress JPEGs, et effectivement, clairement, tu sens que le bear market est là. C'est-à-dire que visiblement, voilà, il y a moins foule que d'habitude, il y a moins de monde, et donc bon, quelque part c'est cool parce qu'ils sont entre builders, etc. Et bon, parmi les gens qui sont là, c'est toujours très positif et très sympa, mais tu sens qu'il y a moins de monde que les dernières éditions, quoi. Côté, je sais pas si t'as vu crypto. Pio, il disait, enfin dans le podcast de Pio, il disait que le gala de World of Women, il a été, c'était un peu un bid. Apparemment, il y avait pas beaucoup de monde. Alors, j'arrive pas à comprendre si c'était une blague ou pas. Moi aussi. Du coup, je voulais voir si tu pensais que c'est ça le problème avec Nifty-Nix, c'est que tu sais jamais vraiment si blague ou pas. Ça m'a saoulé. Je sais pas si, non, parce qu'il l'a dit de manière tellement vénère, je me suis dit, c'est pas possible, il est en train de faire une vanne, tu vois. Soit ça a explosé de ouf, ou soit ça fait un bid de ouf. Mais dans tous les cas, ça a fait parler. Ok, marrant. Moi, j'ai surtout vu passer les vidéos de Frank Degods qui s'est doxé et qui est allé, ils ont fait un event conjoint avec les Moonbirds. J'ai l'impression qu'il s'entend bien avec Kevin Rose. Hein. Je pense que Kevin Rose, il veut le prendre. Tu vois, il veut vraiment le faire monter, il veut vraiment l'éduquer entre guillemets. Il a compris le profil il doit ressembler à lui-même quand il était jeune. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est ça. Genre un mec qui grind, prêt à tout casser, vraiment, quoi. Ouais. Mais du coup, il se voit en lui-même, je pense, parce qu'il il est vraiment probable. Très jeune, hein. Il est très jeune, hein, Franck. Il a 23, je crois. Ouais, c'est ouf, en vrai. Mais du coup, c'est cool. En fait, c'est cool d'avoir tu sais, ton mentor, c'est Kevin Rose, c'est cool, en vrai. Ouais, j'avoue, il y a pire. Dans l'écosystème, en tout cas, il y a pire. Et du coup, on le voit en train de évidemment boire sa bière dans sa chaussure avec son bandana rouge assorti à son propre yacht. Donc très très cool. J'ai vu ces vidéos-là tourner pendant plusieurs jours là sur Twitter. Donc ça a bien marché pour lui visiblement. Donc, il s'appelle pas Franck. Il s'appelle pas Franck. Ah, il s'appelle comment? Oui, on sait qu'il s'appelle pas Franck, mais il s'appelle comment, on sait? Vera quelque chose. Vera, c'est son prénom. Vera ou Vora, je sais plus. Ok. Mais il s'appelle pas Franck, ouais. C'est un pseudo. Ok. Et là, il expliquait justement que le fait de continuer à s'appeler Franck va l'aider, parce que étant plutôt réservé de son côté, ça l'aide justement à jouer un peu ce personnage de Franck et à garder une distance par rapport à tous les retours négatifs qu'il peut y avoir dans cet écosystème-là et qui peuvent être dangereux pour la santé mentale. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, l'autre gros truc pour moi de Miami, c'est le Doodle Putt. Donc l'événement, le troisième gros événement des Doodles. Où clairement ils ont mis la barre encore plus haute niveau décor, etc. Je sais pas si t'as regardé un petit peu les retours sur Twitter, etc., les vidéos. Il y avait Pharrell Williams qui était là. Ouais, forcément. Qui est venu faire un petit tour. Maintenant, comme ce que j'ai dit au début sur Art Basel, il y a pas l'air d'avoir foule. Après, j'y étais pas, donc je peux pas vraiment juger là-dessus, mais on voit quand même sur les vidéos, les photos, que j'ai pas l'impression de ressentir le même engouement que ce que j'avais vu sur Twitter à l'époque de, tu sais, South by Southwest, l'événement qui s'écrit SXSW. Donc je me demande s'il n'y a pas en fait un espèce de petit malaise doodle en ce moment, sans vouloir faire du FUD. Ouais. Là, à Miami, du coup, hier, ils en ont profité pour annoncer que Doodles 2 allait être décalé à Q2 2023. Ok, waouh. Alors que ça devait être Summer 2022 à la base, hein, je rappelle. Okay. Et qu'il y aurait par rapport à Doodles 2, il y aurait quand même des nouveautés annoncées dans les prochaines semaines, mais on reste en fait dans quelque chose d'assez flou. Et bien que je comprenne que l'équipe n'ait pas envie en fait de promettre la lune et de faire des annonces toutes les semaines, etc.
je commence à voir un décalage important, et ça se justifie d'ailleurs dans les flores, entre d'un côté, bon, Yuga, ça c'est stratosphère, mais du coup, d'un côté, Moonbirds, Azuki, Artefact, qui, depuis cet été, tous les mois, ont quand même annoncé des choses, hein. Moonbirds, ils ont fait leur tour en Europe, où Kevin Rose est allé rencontrer en chair en os tous les holders en Europe. Ils ont rendu tout leur truc on-chain, ce qui est quand même très très cool. On en a parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Artefact, on n'en parle plus. Azuki, ils ont fait leur skateboard, et ils continuent à avancer sur du digital, etc. Et pendant ce temps, c'est vrai que Azuki, bon, ils ont fait Doodle Putt là, c'est cool. Maintenant, je ressens plus la même. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais moi, on voit tout ça de l'extérieur, évidemment, de Vac et moi, mais je ressens plus le même enthousiasme qu'il pouvait y avoir à une époque pour l'instant. Ça peut renaître, hein. Je suis pas en mode FUD, etc., mais c'est vrai qu'on est sur un bottom de hype côté Doodle, je trouve. L'album de Pharrell se fait attendre aussi, ça devait arriver avant la fin de l'année, un peu de nouvelles. C'est peut-être ça, hein, enfin, moi, je vois deux trucs. Déjà, quand tu compares Doodles avec toutes les autres collections que tu viens de citer là, c'est la seule boîte qui a embauché une personne Web 2 pour pouvoir gérer une boîte Web 3. Ah ouais? Pharrell Williams. Artefact, ils sont fait racheter par Nike, mais ils sont complètement dissociés de Nike. Ils sont Web 3 natifs. Azuki, c'est Web 3 natif, et il est encore là, hein, Zagabond, et il performe. Moonbird, c'est Web 3 natif, plus ou moins, parce que en fait tout le projet Kevin Rose, il vient de Web 2, tu vois, quand même, il vient de Web 2, mais avant. il a pas été successful entre guillemets dans le Web 2. Je veux dire qu'il a pas été, c'est pas genre le mec qui a monté des boîtes tech, tu vois. Moi je trouve que pour moi il est beaucoup plus Web 3, Kevin Rose, et il a compris très bien comment ça fonctionne le Web 3 et l'opportunité qu'il a. Et donc du coup, Doodles, déjà, bon, Pharrell Williams, Pharrell Williams, il est Chief Brand Officer. Le CEO, c'est Julian Holguin, qui était le CEO de Billboard avant. Donc c'est quelqu'un du Web 2, effectivement. Enfin, du Web 2, Billboard, oui, c'est du Web, plus ou moins. Ouais. J'ai pas envie de faire le lien comme ça, mais en fait, quand tu regardes déjà le management, c'est un peu un management différent. Je sais pas si c'est ça qui fait en sorte que, parce que peut-être que tu peux avoir des collections. Je vois donc Cool Cats, il y a un nouveau CEO. Un ancien de Disney aussi, oui. C'est Disney qui vient d'arriver, donc peut-être qu'ils vont débloquer des choses, et peut-être que ça va me faire ça va un peu casser ce que je viens de dire aujourd'hui. En fait, j'aimerais bien me tromper, mais je sais pas, en fait, juste Doodles, enfin, c'est eux, hein, cet été, ils ont pas fait un seul tweet. Tous ces projets, entre guillemets, blue chip, ont un espèce de complexe à comment tu fais le lien entre les hardcore Web3 fanboys et étendre ta fanbase au Web2, etc. Donc t'as besoin de gens qui sont là pour justifier que t'es vraiment un vrai de la vraie, quoi. Donc des gens qui ressemblent à Frank des Gods, ou à Benoît Pagotto, ou à Gordon et Garga, etc. Mais en même temps, c'est pas avec ces gens-là que tu peux aller vraiment convaincre la masse, et donc t'as besoin à côté de Nike, etc. pour aller convaincre d'autres. Mais Doodles là-dessus, bonne question en fait. Pharrell Williams, c'est quand même une icône. C'est pour moi le plus gros recrutement qu'il y a eu de tous les blue chips en fait. Du coup, je viens de comprendre en fait. C'est juste qu'en fait, nous, on est court-termistes, et que Doodles, ils ont une ambition de cibler vraiment le milliard de personnes. Le petit écosystème NFT hardcore des gènes, c'est pas du tout leur target, tu vois. Donc si ça chute aujourd'hui, ils s'en foutent, parce que demain ils ont un agenda qui est beaucoup plus ambitieux, et c'est là où ils veulent potentiellement jouer un rôle avec tout ce que tu viens de dire, Chief Brand Officer Pharrell Williams, le CEO de Billboard, qui sait très bien comment communiquer dans le Web 2, et aujourd'hui la communication c'est le Web 2, on n'est pas du tout encore au Web 3. Et donc du coup, ils ont besoin de temps, je pense, pour développer en fait, ils développent une IP, hein, concrètement, parce qu'ils partent de zéro, hein. C'est comme si que tu crées une nouvelle marque, en fait. Alors que, alors qu'une nouvelle marque, par exemple, ça prend énormément de temps. Ça prend du temps. Toutes les grosses marques, ils ont plus de 50 ans d'existence, tu vois. Alors je suis 1000% d'accord avec toi. Effectivement, la grosse différence, c'est le côté très long terme, où ils en ont parlé d'ailleurs ouvertement, et ils se foutent complètement de savoir si ils viennent entretenir la hype toutes les 2 semaines sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout leur sujet. Ils regardent le long terme. C'est ça qui les intéresse. Donc ouais, c'est ça le bull case, mais ça demande, je pense, quand tu
quand tu dois être holder de Doodle, ça demande une certaine patience, à mon avis. Ouais. Parce que quand tu vois que ton floor il baisse, que l'intérêt il diminue, que ça fade un petit peu, etc., tu te dis, bah mince, alors qu'est-ce qu'ils font, quoi. Et c'est dommage. Après, t'es fan hardcore de Doodles, tu t'en fous du floor, quoi, en vrai. Si t'es vraiment fan. Ouais. Moi, je suis pas un mec accro à Doodles. J'aime bien, mais j'ai jamais été vraiment, tu vois, le design, l'art, bah, pour moi, il est genre, normal, tu vois, il m'a pas vraiment attiré. Ouais. Mais je peux comprendre, je sais que toi, t'étais quand même assez fan de Doodles. Ouais. Et je sais que du coup, ça t'impacte un peu plus, alors que moi, alors, vraiment, ça me passe. Non, mais c'est intéressant de voir comment les choses évoluent à ce sujet-là, quoi. Ouais. Mais c'est dommage. Maintenant, c'est quand même... j'ai pas de projet où je suis vraiment fan à 100%. Doodle, il y a des choses qui me font chier. Azuki, il y a des trucs qui me font chier. Artefact, il y a des trucs qui me font chier. Et Yuga, il y a des trucs qui me font chier. J'ai jamais trouvé un projet où je me suis dit, putain, ça, c'est vraiment 100% moi, quoi. Bah, un projet qui parle pas, quoi. Tu dis c'est de l'art, et puis je le garde parce que de toute façon, je kiffe le design, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Peut-être que ce serait un truc comme ça, quoi. Si, moi, j'avais adoré Pac. Ouais. Mais là, je ne sais plus ce qui se passe. Mais on a un épisode prévu sur ça. Ah ouais? Bah, dans 2-3 semaines. Ah oui, c'est vrai, oui, etc., pas sur Pac. J'ai cru que tu me parlais de Pac, ouais. Non, on va en parler après, ouais. On en parlera, vraiment dans un épisode. Et deuxième truc, Exactement. c'est que sur tout ce qui est Art Basel, un petit teasing, on va avoir quelqu'un, on va interviewer quelqu'un qui est insider, qui travaille en fait, enfin en tout cas qui expose, en tout cas qui est intégré dans l'écosystème Art Basel sur les 4 jours. Donc on va avoir un peu plus d'informations en tout cas que juste lire et de retour des sur tweets, comment ça s'est passé, ouais. Que juste lire des tweets et écouter des podcasts. Ok, ça va être génial. D'ici 2 semaines. J'en mets. Voilà, et donc j'en profite, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais il y a eu une interview de OpenSea était sponsor de l'event Doodle. Ils ont profité pour faire une petite interview où OpenSea expliquait que pour 2023, clairement, l'idée c'était de passer d'une marketplace de second marché à une marketplace de premier marché, donc faire, tu vois, aussi du drop et aider les projets à venir proposer leur whitelist, leur halo list, leur mint, leur stratégie de mint, etc. Et le deuxième truc, c'est effectivement avoir des features beaucoup plus pour les pros, etc. Donc je pense qu'ils prennent en compte le feedback des utilisateurs et qui vont faire en sorte que le truc soit le plus robuste possible, quoi. Trop hâte de voir comment ils vont avancer en PNC. Mais en tout cas, je trouve qu'ils sont beaucoup plus connectés à la communauté. Ils sont très ils ont changé quand même. Ils ont quand même pas mal changé de stratégie en interne. Ils sont adaptés, ouais. Ils ont compris. C'est bien hein, comment ils ont pu pivoter en quelques mois. En fait, quand tu vois que ton business model est basé que sur des fees et que en fait, tu vois que t'as 50 concurrents qui sont en train de te bouffer, bah en fait ça doit être ils doivent être bien conseillés parce qu'il y a des gros VC quand même derrière OpenSea. Donc. Ouais, bah oui, évidemment. C'est parti pour les flash news. Je sais pas si t'as vu ce tweet. C'est ça ta surprise? Non, pas du tout. Mais, oui, j'ai vu ça. Oui. Thanksgiving, Apes, the trial begins this Christmas. Donc, voilà, comme d'hab, ils aiment bien jouer sur ils sont très bons au marketing, Bored Ape. Il va se passer quelque chose, et bientôt, dans quelques semaines apparemment, on va voir ce qu'ils vont proposer. En tout cas, il y a eu un impact très très fort sur le floor dès qu'ils ont parlé de ce truc-là. C'était le 27, c'est ça, hein, ils avaient parlé de ça. Putain, le 27, énorme. Si je me souviens. Le 24. Le floor il a pris d'un coup, quoi. Donc il est passé à 64, il est monté jusqu'à, si je me fais pas rug, 73. 75. Donc là il est en train de stabiliser. Ok. À 68. Ok, lourd. Ouais, lourd. Et puis c'est pas fini parce qu'après t'as le staking qui va arriver là. Je crois que c'est le 12 décembre si je me trompe pas. Et à mon avis, tu vois, on parlait de Doodles vis-à-vis de Artefact. On n'a pas parlé de Yuga, mais c'est vrai que Yuga, il n'y a pas beaucoup de choses non plus qui se passent depuis la rentrée. Je pense qu'il focus sur le Metaverse Outer Deeds. Donc le jour où ça va tomber mes vénères. Et puis maintenant, ils sont podcasters aussi. Parce qu'ils ont sorti. Ouais, j'ai vu. Fucking Metaverse. J'ai commencé à écouter. C'est pas mal. Bah, ils le font avec Alexis Ohanian de Reddit. Donc ils font. J'ai commencé aussi à écouter. Ah, bah, ça va être lourd. C'est cool. Je pense que c'est cool. C'est marrant qu'ils appellent ça The Fucking Metaverse, quoi. Ils en ont rien à foutre. Ouais, je sais pas. Moi, ou alors ils veulent se la jouer un petit peu, peut-être. Je sais pas. Je trouve ça fait un peu. Je sais pas. Un peu hautain. Mais bon, on va voir. Ouais. On va voir. Ils auraient pu trouver un nom
Mais bon, je pense, ouais, je sais pas, on va voir. Première news, donc c'était ça. Deuxième news, plus sur Twitter, Elon Musk a partagé des stats sur sa plateforme depuis qu'il est arrivé. Donc il y a des stats notamment sur, donc déjà il recrute, forcément il a viré quasiment tout le monde. Donc maintenant il faut les recruter ces gens-là. En tout cas des nouvelles personnes qui sont très motivées à bosser plus de 35 heures par semaine, même beaucoup plus, je dirais. Des stats sur le nombre de personnes qui ont sign up. Ça fait un ATH depuis qu'il est là. 2 millions par jour. Nombre de utilisateurs actifs par minute. Pareil, ATH. Ils disent 8 milliards d'utilisateurs actifs par jour. Je sais pas pourquoi il l'a mis par minute, mais c'est par jour en fait du coup. Ok. Donc pareil, ils explosent tout là. Ils explosent tout. Il y a une autre stat aussi que j'aimerais bien retrouver, c'est... Ah, il y a hate speech aussi. Bon, après voilà, ça c'est des stats qui ont été publiés par Twitter, qui voilà, tu sais, ils arbitrent leur propre terrain de foot, hein. Donc ouais. on va savoir comment on le prend, mais en tout cas il y a des stats qui ont été partagées. Après je pense que parce que ça a été partagé il y a moins d'une semaine, ils sont privés maintenant, donc ça va être un peu plus dur d'avoir des stats. Effectivement. Je pense que ça va être challengé, mais bon, à voir. Bon, apparemment hate speech a complètement chuté, donc ils ont changé des choses derrière, hein, sur l'algorithme. Il y a eu une baisse sur ça, et je pense que ça c'est nul, et ça c'est nul, pas trop intéressant. Mais voilà, juste voilà, je voulais montrer Twitter parce que c'est important quand même dans notre écosystème de suivre ce que Twitter fait, parce que si demain Twitter disparaît, en fait on est SDF un peu. Il y a plus. On n'a plus rien. Donc voilà. En tout cas, il travaille beaucoup sur ça. En ce moment, il est en litige avec. Il est en train de charger Tim Cook de Apple pour les 30% de fees. Du coup, ça nous passe au sujet avec Coinbase. On peut faire le lien avec Coinbase, qui est là. Je l'ai mis là. Qui a bloqué. Alors, ce qu'ils veulent faire, en fait, je sais pas si t'as vu, mais en fait, ce qu'ils veulent faire, Apple, c'est qu'ils veulent récupérer 30% des gas fees. Alors, je crois qu'ils ont pas très bien compris comment ça fonctionnait. Mais... Coinbase dit qu'en fait, même si on voulait vous reverser 30%, on peut pas, en fait. C'est pas, techniquement, c'est pas faisable. Et donc, du coup, Coinbase, je pense que c'est radical ce qu'ils ont fait, hein. Comme Spotify, par exemple, comme Netflix, par exemple. C'est qu'en fait, tout ce que tu veux faire sur la plateforme, tu le fais sur desktop. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux te sub sur Netflix, tu peux pas te sub via l'app. Si tu veux te sub sur Spotify, t'es obligé de passer par le desktop. Donc voilà, ça c'est contraignant, parce que il y a de plus en plus de gens qui n'utilisent même plus de desktop, ils ont même plus en fait de desktop finalement. Et donc du coup c'est contraignant, c'est une perte de business importante, mais au moins c'est un workaround pour pouvoir justement utiliser. Je vais te dire, moi je sais pas si j'y crois beaucoup au trading sur mobile. Alors peut-être le jour où on a des avatars sur Instagram dans 5 ans et que tout le monde en achète à 10 balles, etc. éventuellement, tu vois. Mais aujourd'hui, moi, je trade pas sur mobile, hein. Je trade toujours, ne serait-ce que pour être au calme et tranquille, j'aurais pas faire n'importe quoi. Parce que si tu mets mon wallet dans ma rue, je peux FOMO toutes les 5 minutes dans le métro, quoi. Ça, ce serait une catastrophe. La stratégie de Coinbase, c'est d'avoir tout le mobile, parce que eux, ils veulent du FOMO. Ils veulent des gens qui achètent des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Et le mobile, c'est vraiment, c'est convenient, tu vois. Alors, tu fais tout directement sur ton téléphone, tu veux passer un trade ou quoi. J'entends. Moi, j'en fais des fois sur Binance, tu vois. Je fais des petits trucs de temps en temps sur Binance, parce que je sais ce que je veux acheter, j'ai ma target et je le vois passer à ce moment-là. Je passe quelques trades, mais moi c'est long terme, tu vois. Donc c'est sûr que si tu FOMO sur des NFT, ok, je comprends, ça peut être chiant. Mais bon, eux de toute façon Coinbase, ils font pas du, c'est pas une association, hein. Ils sont là pour faire du business. Et donc du coup Apple bloque un peu ce qu'ils sont en train de faire. Donc je crois qu'ils ont complètement retiré la fonction d'achat d'achat d'NFT sur l'application. Wow. Ouais, c'est ça. Wow. Avec Elon Musk qui est en train de, parce que Elon Musk il charge Tim Cook, parce qu'avant dans ses plusieurs autres business, il a jamais été confronté à ça en fait, à la contrainte de l'App Store et ce que Tim Cook propose. Et c'est pas nouveau en fait. En vrai, là on en parle, mais c'est pas nouveau. Ça fait 10 ans que ça dure. Non. Effectivement. Il y a comment ça s'appelle Fortnite, comment ça s'appelle la maison d'édition, la holding, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ils ont un procès avec Apple sur ce sujet-là.
enfin, ça fait très longtemps que ça existe. Epic Games. Epic Games, voilà. Epic Games est en procès avec Apple depuis très longtemps dessus. Toutes les boîtes, ils essayent quand même de trouver un moyen de contourner ça. Et puis, enfin, apparemment, ça avance pas trop parce qu'ils ont. Et maintenant, si quelqu'un comme Elon s'y met, ça peut quand même, être légèrement utile. C'est ce que je me dis. On va voir. Ensuite, Porsche, t'as suivi le truc ou pas? Vite fait, j'ai vu des designs et je me suis dit. Ouais, mais je me trompe peut-être. Non, en vrai, moi j'ai pas trop vu. Enfin, ils ont révélé leur projet NFT Art Basel, Miami. Donc pareil, je sais pas trop ce qu'il y a de prévu derrière. J'ai vu passer le truc juste pour dire que c'est encore une marque Web 2. Enfin, à chaque semaine, on rajoute, tu vois, genre on est en train de rajouter des informations sur ça. En fait, toutes les marques Web 2 qui commencent à, en tout cas, mettre un pied, tester des choses sur le Web 3. Et donc aujourd'hui, une marque de voiture se lance aussi là-dessus, donc marque de la voiture luxe. C'est le groupe Porsche, c'est le groupe. Est-ce que c'est le groupe BM? Non, c'est le groupe Volkswagen. C'est le groupe Volkswagen et BM n'est pas dedans. C'est le groupe Volkswagen. Non, BM n'est pas dedans. Ouais, mais ils ont détaché l'action récemment, ils ont listé sur la bourse allemande Porsche à part. Ok. Mais bouge pas parce que create your own reality. Ah, tu peux faire toi-même ta propre variation de ta Porsche virtuelle. Mais c'est une Porsche, c'est pas un digital, c'est juste un digital collectible, c'est ça? Ouais. 7500 NFT, une 911 iconique, c'est un Canva en fait, ça va être une espèce de... Ta Porsche est une galerie sur laquelle tu peux dessiner plus ou moins en fait. Ok, d'accord. Et tu peux la customiser, la personnaliser, etc. quoi. Ils sont très actifs. Après, VV1. Utilité et roadmap. Rien encore. Customisation, ok. Pareil, on découvre en même temps que vous, cher auditeur. Si vous aimez pas et vous préférez qu'on fasse un boulot journalistique plus fouillé, n'hésitez pas à envoyer dès à présent un mail à BFM pour leur expliquer qu'il faut nous embaucher et qu'on fasse ça vraiment à temps plein. Mais là, on n'a pas le temps de nous renseigner sur absolument tout, malheureusement. Je l'ai pas digué celui-là, mais j'ai d'autres infos un peu assez intéressantes sur d'autres sujets, si tu veux. Ouais, non, mais très bien. Non, mais c'est juste que j'essaie de voir l'utilité, mais il y a évidemment rien de précis d'annoncer. Rien de précis. Il y a cette boîte qui s'appelle Bang & Olufsen, BNO, je sais pas si tu connais, alors c'est surtout les gens qui sont dans la musique qui peuvent vraiment connaître ce truc-là. C'est une boîte, c'est une société danoise qui fabrique des produits audiovisuels. Donc c'est un truc qui a été lancé il y a très longtemps. Très stylé ce qu'ils font d'ailleurs. Très stylé, c'est vraiment haut de gamme, c'est très haut de gamme. On parle de genre de Devialet, ce genre de, tu vois, cette gamme-là quoi. Donc ils ont sorti 1925 one-and-one NFT. En fait, j'ai vu du Akatao là. Ils ont bossé avec Akatao, c'est un artiste connu. Ah bah tu verras, regarde juste en dessous, il y a tous les artistes, je voulais en venir juste après. C'est le premier. Bah voilà, tu l'as. Et en fait, leur collection, c'est juste qu'ils veulent mettre sur la blockchain tous leurs produits flagship qu'ils ont lancés depuis plus de 100 ans, parce que la boîte est née en 1925. Enfin moins de 100 ans. Et ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent connecter leurs produits un peu iconiques avec des artistes du Web3. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc Jean-Max, vas-y, descends voir. T'as Thomas, donc lui c'est un Danois, Lins Pedersen, Shaven Vong, Web3 artiste mais 3D plutôt elle ou elle. Et il y a des musiciens, donc il y a Rack, c'est un producteur. Américain. Et t'as Grammatic et Luxa, donc eux c'est des DJ ou des producteurs de musique électronique. Donc ils sont déjà plus ou moins dans le eux ils sont déjà plus ou moins dans le Web 3, ils sont dans les NFT, donc t'as plein mal de DJ qui sont aujourd'hui dans ce monde-là. Et donc du coup ils se sont associés à faire un lien entre, en fait ce qu'ils veulent faire c'est combiner la technologie, l'art, le design, la musique, c'est toute cette culture qui veulent mettre au sein de cette collection avec le nom de BNO, donc Bang & Olufsen, qui est vraiment une marque très 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 premium c'est vraiment très stylé. J'ai toujours rêvé d'en avoir chez moi des trucs Bang & Olufsen, mais c'est pas donné. C'est effectivement inabordable.
Et donc voilà, tu peux peut-être acheter un NFT parce que ça coûte 0,45 Ether le mint, c'est pas donné non plus. Ah merde. C'est quand même assez. Et ils l'ont fait sur ETH, sur la blockchain directement, directement okay. sur le cool, hein. Proof of Stake. Okay. Donc ils sont restés sur ce protocole-là et pour faire le lien à ce que tu disais la semaine dernière, leurs metadata sont sur IPFS. Donc forcément les designs sont tellement lourds. Ah ça y est, tu creuses tout ça maintenant, ouais, c'est bien des vagues, c'est cool. Enfin, il faut qu'on le montre de temps en temps parce que après quand tu vois le design ici, tu sais que ça peut pas être on-chain 100%. Enfin, ça peut pas être on-chain effectivement. Non, il y a que des trucs pixelisés qui peuvent l'être. Que les trucs pixelisés qui peuvent l'être. Superbe. Ça c'est stylé. Bon, ça a l'air sympa comme projet. Je vais te montrer un autre projet qui s'appelle Zara. Ah c'est celui-là la surprise. Waouh, c'est quoi cette horreur? C'est Zara France. Oh non. Zara France. Donc en fait ils sont en train de faire un mix de métaverse, etc. En fait tu peux acheter des produits. Donc c'est du digital en fait. Donc tu vois t'as la marketplace ici. Tu peux acheter ces produits-là qui apparaissent sur ton avatar et tu peux l'avoir, tu peux le récupérer en vrai. Alors par contre niveau design, je sais pas pourquoi ils se sont lancés sur ça. C'est quand même Zara, qu'est-ce que vous avez fait? Très compliqué. Oh non. Ouais, je sais pas. Je trouve c'est très cheap quand même. Non, c'est de mauvais goût. Non, ça va pas. Zara, ça va pas. Zara, si vous nous écoutez, non. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Ça m'a un peu choqué quand même de voir ça, en vrai. Parce que c'est pas très beau. Je sais dommage. Mais vous pouvez vous rattraper. Ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez faire mieux la fois prochaine. Vous allez apprendre des trucs. Mais non. Voilà. Pour Zara. Ça me rappelle, tu sais, ce projet qui est... D'ailleurs, je sais pas où ça en est, hein. Un projet qui avait grave de hype et au jour où ils ont... Ah oui, c'était les Azurbala, là. Ça te parle ou pas, Azurbala? C'était le truc qui découlait de Jenkins The Valet. Alors, Jenkins The Valet, je vois c'est quoi. Je vois, ouais. C'est le bordel qui a son bouquin, là. Ouais. Puis derrière, il a créé un univers qui s'appelait Azurbala. Et donc, Azurbala, il devait y avoir des avatars. Il a commencé à le hyper en mode, ouais, on va bientôt vous montrer des exemples de Azurbala. Tenez-vous prêts. Et le jour où ils sortent la vidéo, t'avais une vidéo de 10 secondes qui montrait plein de Azurbala. Et c'est catastrophe visuelle, quoi. Et donc, tellement éclaté qu'au bout de même pas quelques heures, ils ont dit, bon, ok, j'avoue, vous avez pas kiffé, on annule et on va retravailler notre copie et on vous tient au courant. C'est bien qu'ils récupèrent le feedback et qu'ils retravaillent derrière, parce que tu sais, quand t'es dans ta bulle, tu travailles sur ton truc. Ah bah là, ils avaient ça, c'est le meilleur truc, quoi. Mais ouais, bon là, j'avoue, j'ai pas compris, en fait. J'ai pas très bien compris pourquoi ils ont... Après, ça peut être beau, potentiellement, ce qu'ils proposent ici, tu vois. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui aiment ce genre de truc, mais par contre, le mettre sur un... Ah oui, pardon, pour les auditeurs, moi j'ai dit... Oh non... On le mettra en footnote parce que c'est vrai que c'est pas facile à décrire. Non, c'est indescriptible. Les textures ne sont pas bonnes, l'éclairage n'est pas bon, c'est pixelisé. C'est des personnages 3D qui sont... Mais c'est... Toy Story 1 est mieux fait, hein. Donc là... J'exagère à peine, hein. Si vous écoutez à ce moment-là, vous pouvez descendre dans la footnote et cliquer sur Metaverse Zara et vous pouvez voir et puis regarder en même temps que nous et critiquer potentiellement. Ouais, non, ça va pas. Il y a Toys R Us. Comment? Ouais. Qui lance sa première collection. Enfin, j'en avais parlé, je crois, il y a 2 semaines. Ils ont bossé avec Gary Vee, non? Alors. Non, c'est pas eux qui avaient bossé avec Gary Vee, je sais plus. Gary Vee, je crois qu'ils avaient proposé... Gary Vee a fait des jouets de ses V-Friends et il les avait mis en vente dans plusieurs magasins, dont Toys R Us de mémoire. Et c'était Toys R Us, Macy's, bon, mais c'était vraiment la collection de Gary Vee qui avait été exposée dans les magasins Toys R Us. Là, c'est Toys R Us qui lance sa première collection NFT, donc c'est dans quelques jours, c'est le 9 décembre. Donc c'est une collection sur Solana de 10 000 pièces. Et donc ils vont reprendre leur mascotte qui est Geoffrey la girafe pour les personnes qui connaissent. Et techniquement donc ils sont en train de préparer des expériences dessus, mais c'est avoir des utilités notamment sur des invitations à des expériences physiques dans des magasins, donc ils veulent faire des événements dans certains magasins. Mais il n'y a pas grand chose pour l'instant. Vraiment, il y a 3 lignes qui expliquent globalement leur projet. Et ils vont sortir aussi de marketplace parce que je pense que Geoffrey la girafe, c'est vraiment le premier produit qui va derrière être ils vont continuer à build parce qu'ils ont en fait un écosystème assez large
Toys R Us, et donc forcément avoir une marketplace, ça fait sens. À voir s'il y a une traction autour de ce projet-là. C'est quand même un peu, enfin voilà, c'est un peu particulier. On avait parlé la semaine dernière de Hot Wheels, qui est aussi à fond dedans d'ailleurs, qui lance aussi sa propre marketplace. Donc voilà, on voit quand même toutes ces marques un peu des marques de jouets en fait, jouets qui se lancent dessus, qui peut être aussi des collections. Moi j'ai jamais acheté de mémoire des produits ou même mes parents chez Toys R Us. Mais Hot Wheels par exemple, je sais que ça fait vraiment sens parce que les petites voitures, c'est vraiment des trucs de collection. Il y a des gens qui collectionnent ça comme des timbres, comme tout autre produit de collection, et donc ouais, de donc tu penses que les objets digitaux à terme aussi ça fait sens quoi. Il y a une demande après voir pour Toys R Us. En tout cas, on leur souhaite de continuer à build parce que c'est toujours intéressant de voir toutes ces marques Web 2 qui testent des choses et qui ne se freinent pas, tu vois, avec plus ou moins de talent. Ouais, c'est ça. Il y a le truc de Uniswap. Donc Uniswap, c'est un DEX, un Decentralized Exchange, qui vient d'intégrer la feature NFT. Donc c'est un DEX mais pour la crypto notamment. C'est un échangeur décentralisé. Donc si au lieu d'acheter sur Binance de l'Ethereum ou toute autre crypto, on peut le faire sur un DEX comme Uniswap. Et aujourd'hui en fait ils viennent d'intégrer le NFT. Donc eux ce qu'ils veulent faire sur ça, c'est qu'ils veulent être un agrégateur au-dessus des différentes marketplaces, un peu comme Blur. Ouais. Et les développeurs disent justement ici que en passant par eux, ils peuvent baisser, en tout cas nous en tant que participants, on peut réduire nos gas fees à 15%, moins de 15%. Comparé aux autres agrégateurs. Donc voilà, je pense qu'ils ont travaillé sur un truc vraiment très technique que moi et toi on peut pas spécialement aujourd'hui décrire comment c'est fait, mais techniquement voilà, ils ont réussi à créer un truc un peu innovant autour de ça. Voilà, décentralisé. C'est une nouvelle marketplace qui arrive. Enfin c'est même pas une marketplace en fait, c'est un échangeur qui permet de récupérer, d'acheter des NFT, mais c'est pas centralisé par un OpenSea qui va décider d'enforcer ou pas les royalties, etc. En fait là, eux ils permettent. Enfin, il y a personne qui décide derrière quoi. Entre guillemets. Ok. Je pense qu'on va aller peut-être vers plus de décentralisation sur les places de marché. Il y a Blur qui a aussi introduit le fait de donner un droit de vote majoritaire à ses utilisateurs sur ce qui va être fait de la plateforme. Après, on sait pas vraiment comment, pourquoi, à quelle échéance, évidemment. Mais peut-être une certaine forme de décentralisation dans les places de marché serait effectivement la bienvenue et cool. C'est vraiment dans ce sens-là, ouais. De mémoire, je vois pas d'autres échangeurs. Probable. Mais ça va venir. T'as Blur qui le fait pas aujourd'hui, mais qui le promet pour 2023. Okay, d'accord. De mon côté, je voulais parler rapidement de ce qu'a fait Elon Musk avec OpenAI. Enfin, Elon Musk, c'est pas lui directement, évidemment, mais bon, ses équipes chez OpenAI, parce que c'est assez bluffant. Et donc OpenAI, pour rappel, c'est une entreprise d'intelligence artificielle qui a notamment pondu le produit DALL-E. Et DALL-E, c'est un outil qui permet de faire des images en tapant du texte. Donc vous tapez, je sais pas moi, Devac part en vacances au ski, peint à la manière de Picasso, et paf, vous avez une image de Devac, ou presque. Des prompts. Ouais, tu fais des petits prompts, en fait, tu fais des petites phrases et ça te fait des images sur mesure, sachant que essayez de taper Devac quand même sur Dali, voir ce qui va sortir, parce que je suis pas sûr que ça sera. Alors, je n'ai plus de crédit Dali. Il faut savoir que si vous voulez utiliser Dali, il faut être sur liste d'attente et avoir l'accès. C'est pas forcément comme ça que tu peux l'avoir, je crois. Moi, je l'ai. Mais en revanche, ça c'est libre d'accès, donc c'est un produit qui existait déjà, mais la nouvelle version est juste hallucinante. Donc le produit n'est pas très gracieux en français puisqu'il s'appelle GPT. Trop drôle. Et d'ailleurs, tiens, à ce titre-là, j'ai écouté un podcast la dernière fois qui expliquait que normalement, quand tu lances une marque et que t'es américain, tu vérifies que dans les autres langues, ça veut pas dire un truc bizarre. Ouais. Mais parfois, les marques le lancent quand même, et c'est l'exemple, tu vois, de Audi, qui a lancé sa gamme électrique qui s'appelle e-tron. Donc, en français, ça fait e-tron. Ouais. Et qu'il a quand même gardé en connaissance de cause, parce que genre, c'est trop relou, quoi, juste pour un pays. Pour un petit pays. Mais du coup, GPT, l'outil de OpenAI, où en fait l'idée c'est que vous tapez n'importe quelle phrase, vous lui demandez de vous rédiger un texte ou de vous dire quelque chose ou de vous raconter quelque chose, n'importe quoi,
et il vous le fait. Donc là, typiquement, j'ai tapé. Ah ouais. C'est sous forme de texte, mais tu peux faire n'importe quoi, c'est incroyable. C'est ouf. Et vous avez justement un thread de Punk 6529 à ce sujet-là où il donne une vingtaine d'exemples que lui-même a fait avec OpenAI. Et justement, à un moment donné, il demande comment ça s'appelle ? C'est ouf. De lui faire un parcours en 7 jours sur la French Riviera. Donc du coup, j'ai pu constater que c'était assez accurate ce qu'il proposait l'outil. Mais non. Ouais. Et donc du coup, pour nos auditeurs, là, j'ai dit à l'outil, explique-moi le Bitcoin sous la forme d'un compte pour enfants. Et voilà ce que ça m'a retourné. Très bien, voici une histoire pour enfants. Alors, il était une fois une petite fille appelée Sophie. Sophie aimait beaucoup les cadeaux, mais malheureusement, elle n'avait pas beaucoup d'argent pour en acheter. Un jour, elle a entendu parler de quelque chose appelé Bitcoin, qui était une forme d'argent virtuel qu'on pouvait utiliser pour acheter des cadeaux en ligne. Sophie était très intéressée et demande à son père de lui en acheter. Son père lui a expliqué que le Bitcoin était un peu différent de l'argent qu'on utilise tous les jours. Il a dit à Sophie que le Bitcoin existait uniquement sur Internet et qu'il était géré par un grand groupe de personnes appelées des mineurs. Les mineurs utilisent des ordinateurs très puissants pour résoudre des problèmes mathématiques compliqués, et chaque fois qu'ils en résolvent un, ils sont récompensés avec des bitcoins. C'est comme une grande chasse au trésor virtuelle. Sophie a été très impressionnée par cette histoire, et a demandé à son père de lui en acheter. Son père l'a emmené sur un site internet où on pouvait acheter des bitcoins, et ils en ont acheté quelques-uns avec leur carte de crédit. Maintenant, Sophie peut utiliser ces bitcoins pour acheter des cadeaux en ligne, comme des jouets et des livres. Elle est très heureuse d'avoir son propre argent virtuel, et espère en acheter encore plus à l'avenir. Et donc tout ça, c'est un texte qui a été 100% généré par une intelligence artificielle. C'est un texte qui n'existait pas au préalable et que l'outil a. Et donc si je lui demande raconte-moi, ah non je peux pas. Mais si je lui mets là raconte-moi l'histoire de France en 10 alexandrins. Vous allez voir, enfin là si vous écoutez le podcast et que vous voyez pas sur YouTube, vous n'allez pas le voir, mais vous voyez l'outil rédigé en temps réel. 10 alexandrins qui explique l'histoire de France. C'est un délire. Ouais, c'est un délire. Ça va vite. Donc, est-ce que ce sont bien des alexandrins de 12 syllabes? Au temps des Gaulois, la France était un pays verdoyant. Enfin, je sais pas s'il a compris le mot alexandrin. Mais en tout cas, là, j'ai dit phrases qui me résument l'histoire de France. C'est un délire. Ok. Je vais m'amuser un peu avec ce truc-là ce week-end, je vais regarder. Donc ils ont sorti. J'ai fait aussi un mail de prospection. Mais non. Tu vois, pour mon taf, j'ai marqué, bah voilà, fais-moi un mail de prospection pour expliquer à tel machin que moi je vends des trucs comme ça et des solutions de pub en ligne bidule. Et ça te fait un mail de prospection. Et c'est accurate? Plus ou moins? Tu changes quelques mots, mais. Ah non, c'est une base de travail hyper solide déjà, tu vois. Mais allez voir les exemples de Punk 6529, c'est assez impressionnant. Et juste, pour les personnes qui veulent l'utiliser, donc c'est quoi les restrictions pour pouvoir utiliser ce truc-là? Premièrement, il peut pas te retourner d'insultes. Ok. Ils ont empêché que de te retourner des insultes. Et deuxièmement, il a aucune information sur ce qui s'est passé dans le monde avant 2021. Donc typiquement, je lui ai demandé de me raconter l'histoire de Yuga Labs et il m'a répondu je peux pas parce que je connais pas, parce que j'ai pas les infos avant 2021. Ok. C'est les seules restrictions que j'ai vues. Après, il faut juste un compte. Après, en termes de droit derrière, je sais pas comment ça marche. Est-ce que c'est OpenAI qui est propriétaire du texte que tu génères ou est-ce que c'est bien toi? Je ne sais pas. Ok. En tout cas, c'est ouf. C'est ouf. Ils en parlent dans le dernier podcast du All-In Podcast, justement. Ok. Pour essayer de déterminer quels métiers demain peuvent être remplacés par ce genre de truc, mais. Je pense à ça, justement. C'est virtuellement illimité, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est le gros narratif sur les siècles précédents, on a réussi à remplacer la force de l'homme par la force de la machine. On est en train de remplacer l'intelligence de l'homme par l'intelligence de la machine. Et on en est qu'au début. Oh, c'est ouf. Bon, c'était pas lié à NFT, mais en tout cas, c'était hyper intéressant. Non. Non, mais on en parle beaucoup parce que au final, tu vois, l'art génératif, c'est vrai. On en parle à chaque podcast et donc c'est intimement lié aussi à l'univers NFT, métavers, blockchain. Donc plutôt cool quoi. On n'avait pas grand chose à dire cette semaine, mais on a quand même fait 1h20.
Donc, Ouais, que je pense putain, qu'on va c'est chaud, clôturer. ça craint. On va clôturer. On va clôturer sur le fait que, du coup, Devac et moi, on va partir en vacances, on va se reposer, donc on va pas record pendant les vacances, vous n'aurez plus l'actualité Mint and Drink pendant les vacances, mais on va pas vous laisser seul parce que on va batch record, en fait, 2-3 épisodes sur des thèmes bien particuliers qu'on va lancer progressivement pendant les fêtes de Noël chaque semaine. On va en faire sur plusieurs thèmes. Les premiers, c'est nos collections préférées de 2022, nos prédictions pour 2023, et celui qui nous tient le plus à cœur, c'est si on te file 1000 balles, qu'est-ce que t'achètes? Si on te file 10 000 balles, qu'est-ce que t'achètes? Si on te file 100 000 balles, qu'est-ce que t'achètes? Si on te file 1 million, qu'est-ce que t'achètes? Pour pas vous donner de conseils d'investissement simplement, mais vous donner un ordre d'idée, ce que nous on kiffe, ce que nous nos petits bijoux qu'on rêverait de posséder dans un wallet Ethereum si on pouvait se le permettre. Et donc, voilà. On dira NFA Dior. Tout le temps. NFA Dior. Ouais. Clairement. Merci beaucoup encore de nous avoir écoutés. Merci Devac pour ta présence chaque semaine auprès de moi. Merci à tout le monde. Et puis on vous lit, hein. Donc c'est cool. Et on essaie d'optimiser à chaque fois. Bon là 1h20, c'est vrai que ça fait un peu long, mais bon. Bah, mais on s'en tape, c'est notre podcast. Si t'es pas content, tu fais ton podcast. Allez, bisous. Salut. Si vous êtes toujours là, avouez, vous avez kiffé, donc mettez-nous 5 étoiles là où vous nous écoutez et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Instagram et via notre newsletter. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Allez, merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Atmosphere a little more. I have the mic so my controller wants to see your hands raised.